Nous allons pouvoir passer à la seconde partie présentée par Madame Véronique Leblond, qui est connue de tout le monde dans l'association, qui a dirigé le service pendant 75 ans, juste après Monsieur Binet. Monsieur Binet avait lancé la LLC en France et Madame Leblond le Waldenström en France. Donc nous lui laissons la parole pour vous expliquer toute sa très large expérience sur la maladie en clinique. Merci beaucoup Sylvain, et puis merci à tous les intervenants et surtout les patients qui se sont branchés sur ce webinaire. J'ai vu qu'il y en avait des amis, nos cousins du Québec, il y a une brésilienne au moins, donc on est vraiment très content d'accueillir outre-Atlantique les patients. D'abord, ça ne fait pas 75 ans que je dirige le service, mais ou que j'ai dirigé le service. Mais ça, c'est du Sylvain tout craché. Bon, donc là, moi, je vais surtout aborder les problèmes de traitement, puisque c'était un petit peu, on s'est partagé un tout petit peu les différents exposés. Et je crois que les questions qu'on se pose, nous, quand on est médecin et qu'on voit un patient avec une maladie de Waldenström, la première question, c'est ce patient, après qu'on ait fait le diagnostic, comme vous l'a montré Damien, et des examens complémentaires qui sont importants pour avancer dans le diagnostic et aussi éventuellement savoir s'il faut traiter le patient, eh bien, on va dire qui on va traiter. Ensuite, c'est quand allons-nous le traiter. Et après, enfin, la dernière question, c'est comment allons-nous traiter ce patient quand il nécessite un traitement. Donc, déjà, la question qui traite-t-on ? Ce qui est important, c'est que le choix du traitement, il va dépendre beaucoup du patient. Alors, on a vu l'impact éventuellement de l'étude génétique des cellules. Damien est longuement passé là-dessus. Mais ce qui est important, c'est quand même une maladie du sujet plutôt âgé. La médiane d'âge, c'est 72 ans. Donc, on va être confronté à un patient qui a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire à 72 ans, on a un cœur de 72 ans, un rein de 72 ans, et donc on a des comorbidités, soit cardiovasculaires, soit éventuellement une insuffisance rénale, soit un problème respiratoire. Donc ça va rentrer beaucoup en compte dans le choix thérapeutique. Ensuite, les caractéristiques de la maladie elle-même. Donc, est-ce que le patient est très cytopénique? Est-ce qu'il y a une anémie très profonde? Est-ce qu'il y a une diminution des plaquettes importante qui va conditionner aussi le choix thérapeutique? Est-ce qu'il faut que cette maladie soit contrôlée très rapidement ou on peut prendre son temps pour la contrôler parce qu'il y a des traitements qui marchent plus ou moins rapidement? Et puis, le profil génétique dont a beaucoup parlé Damien qui peut éventuellement également orienter le choix thérapeutique, en particulier si on pense qu'il y a un intérêt à utiliser plus précocement les nouvelles drogues par rapport à l'immunochimiothérapie, etc. Les facteurs pronostiques, Damien vous a montré un petit peu en quoi ils consistaient, à la fois biologiques et éventuellement génétiques. Et puis, exceptionnellement, on peut quelquefois, chez des sujets qui sont jeunes, qui ont des maladies qui sont plus agressives, envisager des traitements plus lourds que ce qu'on va proposer à des patients plus âgés, comme ce qu'on appelle une intensification thérapeutique, c'est-à-dire éventuellement faire une greffe, soit une autogreffe avec les propres cellules du patient, la moelle du patient ou les cellules du patient hématopoïétique, soit avec une allogreffe dans le cas éventuellement d'un donneur familial ou un donneur du fichier. Je n'en parlerai pas parce que ça reste très anecdotique dans la maladie de Waldenström au point de vue thérapeutique, mais ça peut quand même se poser chez des patients jeunes pour lesquels on veut vraiment être très efficace. Donc, la question aussi, et c'est une question qui avait été posée sur les questions avant cette intervention, c'est est-ce qu'il faut avoir un l'aide d'un gériatre pour bien apprécier ce qu'on appelle ces comorbidités et choisir le traitement. C'est vrai que nous, on n'est pas gériatre, on connaît moins bien les pathologies du sujet âgé autres que les pathologies hématologiques. Donc, on peut, pour certains patients, mettre un programme personnalisé de soins intégrant un gériatre, c'est-à-dire la consultation de gériatrie va faire une évaluation gériatrique et puis va dire, en fonction de plusieurs critères,
bien sûr les comorbidités dont on a parlé, donc les différents organes qu'on a évoqués, cœur, rein, etc. Le patient, le niveau de dépendance du patient, éventuellement peut rentrer en compte. Un patient, est-ce qu'il peut se déplacer, pas se déplacer? Est-ce qu'il y a des aidants à domicile qui peuvent éventuellement lui donner les médicaments quand ce sont des médicaments par voie orale? La vie du patient, parce que je pense qu'il faut en parler quand même et il faut le prendre en compte, c'est-à-dire parfois est-ce que ce patient préfère se déplacer, venir en hôpital de jour ou éventuellement rester à domicile avec des traitements à domicile. Et puis surtout également, est-ce que quand le patient est à domicile, est-ce qu'on peut l'aider à être suivi en dehors de l'hôpital par des infirmières par exemple qui sont un peu spécialisées, qui peuvent suivre ce patient à domicile s'il vient plus souvent en consultation. Donc, tout ça va être pris en compte au moment éventuellement d'un choix thérapeutique. Alors ensuite, c'est quand traite-t-on? Est-ce que tous les patients doivent être traités d'emblée? Est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Les choses ont été bien codifiées avec les différentes réunions que nous avons eues de façon internationale. On ne traite que des patients qui sont symptomatiques, c'est-à-dire on ne traite pas un patient parce qu'il a une immunoglobuline monoclonale ou une infiltration dans la moelle osseuse s'il n'y a pas de retentissement de ces deux éléments sur le patient lui-même et sur la biologie de ce patient. Il faut savoir qu'en gros, on a à peu près 40, même voire 50% des patients qu'on voit en consultation qui n'ont aucun symptôme. Malheureusement, si on peut dire, on leur a fait une électrophorèse des protides pour un bilan général ou un bilan préopératoire et on tombe sur une IgM monoclonale et c'est là que ça va déclencher un peu le bilan avec un hématologue pour voir d'où vient cette IgM monoclonale et on va donc, en faisant un examen de la moelle osseuse, découvrir qu'ils ont donc une infiltration médulaire et qu'ils ont une maladie de Waldenström. Si la moelle est normale, comme a dit Damien, on ne parlera pas de maladie de Waldenström, mais de gammapathie de signification indéterminée qu'il faudra surveiller. Mais qu'on ait ou pas une infiltration dans la moelle, si le patient est complètement asymptomatique, ce patient ne doit pas être traité. Alors, c'est une question qui est souvent posée en consultation, c'est on dit, vous me dites, j'ai une maladie de Waldenström et vous ne faites rien. Donc, en gros, soit vous êtes complètement nul, ce qui peut être le cas, soit vous ne connaissez pas cette maladie, je ne comprends pas, on me dit qu'on a une maladie quand même hématologique et il n'y a pas de traitement qui est proposé. Donc, on sait dans d'autres maladies un peu proches, comme la leucémie lymphoïde chronique par exemple, il y a eu des essais avec des traitements précoces, c'est-à-dire des patients asymptomatiques qu'on mettait sous traitement, avec des traitements qui étaient un peu anciens quand ces essais ont été faits, et on voyait qu'il n'y avait pas d'avantage à traiter ces patients de façon précocement, parce que d'abord, pour le moment, on n'a pas la potion magique qui va guérir tout le monde, donc on va donner des traitements qui ont quand même des effets secondaires et qui n'auront pas, d'efficacité suffisante pour allonger la survie, etc. Donc, on prend un petit peu des exemples comme avec les antibiotiques, c'est-à-dire quand on donne beaucoup d'antibiotiques, les bactéries peuvent devenir résistantes à ces antibiotiques, surtout quand on n'en a pas besoin, parce qu'on sait qu'on donne des antibiotiques un peu pour beaucoup d'infections qui n'en ont pas besoin. C'est la même chose pour la maladie de Waldenström. Si on donne des traitements qui ne sont pas indispensables, la cellule de la maladie peut s'habituer, entre guillemets, à ces traitements. Et quand on en aura vraiment besoin, ils seront beaucoup moins efficaces. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante que doivent comprendre les patients. C'est difficile, parce que c'est l'épée de Damoclès. C'est une source d'angoisse de ne pas être traité tout de suite. Quand on va en consultation, même si on y va tous les 4 ou 6 mois, c'est un mauvais moment à passer parce qu'on se dit, est-ce que je vais avoir un traitement ou pas? Donc ça, c'est très compliqué à gérer pour le patient. Mais il faut bien qu'il comprenne l'enjeu et qu'il comprenne que c'est pour lui nécessaire de ne pas être traité, puisque d'abord, ça peut durer des années sans traitement, comme l'a dit Damien, et ensuite, les traitements peuvent induire des résistances qui feront ils seront moins efficaces par la suite. Donc, alors,
voilà, donc la question était posée, quand est-ce que je vais avoir un traitement? Est-ce qu'on sait s'il y a des signes qui peuvent dire que j'aurai un traitement plus précocement que d'autres, etc. En médiane, mais ça c'est sur des grandes populations de patients, les patients en restent asymptomatiques pendant 7 ans en médiane, c'est-à-dire que la moitié à peu près des patients va évoluer après 7 ans et l'autre avant 7 ans. Et on voit en fait, vous voyez que quand on dit le patient est asymptomatique, le risque d'avoir un traitement et donc d'être symptomatique, c'est comme vous l'a dit Damien, vous voyez, à 5 ans, la moitié des patients sont toujours asymptomatiques et le risque après d'avoir un traitement à 10 ans, c'est 68% des patients, donc un tiers des patients à 10 ans n'a pas besoin encore d'un traitement. Donc, comme c'est une pathologie du sujet âgé, c'est vrai que si on a un Waldenström à 50 ans, on va vivre 30 ans encore, donc on a plus de chances d'avoir un traitement que si on a un Waldenström à 80 ans et qu'on est asymptomatique d'avoir un traitement. Mais ça veut dire que c'est quand même une grande majorité de patients, pendant très longtemps, n'ont pas besoin de traitement. Alors, les besoins de traitement sont, comme a dit Damien, parfois liés aux cellules elles-mêmes, aux anomalies génétiques de la cellule qui font penser qu'un traitement sera plus nécessaire plus rapidement s'il y a des anomalies type l'absence de mutation de MYC88, éventuellement une mutation de TP53, donc des anomalies génétiques particulières. Et puis, on a montré aussi qu'il y a plus de chances d'avoir un traitement si on a un chiffre d'hémoglobine à 11 grammes plutôt que si on a un chiffre d'hémoglobine à 15 grammes. Donc, parce que le fait d'avoir 11 grammes, c'est quand même déjà un tout petit début de diminution des globules rouges qui peut penser qu'on aura besoin d'un traitement plus rapidement. Alors, les symptômes, donc Damien en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est donc les symptômes qui vont entraîner ce traitement, donc soit liés donc à la prolifération des cellules dans la moelle osseuse, soit liés à la sécrétion de certains agents qui vont entraîner une fatigue par des cellules, donc ça fabrique ce qu'on appelle des cytokines, fatigue, amaigrissement, etc. Parfois une toux, des choses un peu rares qu'on peut voir dans une maladie de Waldenström, soit liées à l'IgM elle-même, ou l'anticorps lui-même, et je passe là-dessus puisqu'on a déjà beaucoup parlé. Donc, les critères cliniques aussi et biologiques, il y a une notion aussi de maladie progressive, c'est-à-dire on peut avoir des petits ganglions, une rate, etc., petits, et sans anémie, etc., et à ce moment-là, on surveille le patient, mais si on voit qu'il y a une progression de ces ganglions, une progression de cette rate, qu'elle devient plus grosse, ou une diminution de l'hémoglobine, même si elle n'atteint pas 10 grammes, mais qu'on voit passer de 13, 12, 11 et 10,5, on peut penser que là, le patient va avoir un besoin d'un traitement. Et une augmentation de l'IgM monoclonal. Alors, c'est vrai que les patients regardent beaucoup leurs résultats, regardent la taille de l'IgM, la taille du pic, etc. Si ça augmente de façon très, très lente, il n'y a pas besoin de traiter les patients. Donc, même si ça augmente sur plusieurs années, à partir du moment où le patient est toujours asymptomatique, il n'y a pas d'intérêt à traiter le patient tout de suite. On le surveille, éventuellement, on rapproche les consultations et les examens, mais il y a rarement ou exceptionnellement des augmentations très rapides de cet anticorps qui font qu'on peut très bien voir les patients tous les 3, tous les 4 mois, voire tous les 6 mois, quand les choses sont d'augmentation très, très lente. Alors, il y a des traitements dits symptomatiques, ce ne sont pas des traitements de fond, Eh bien, quand l'IgM est très délétère, qu'elle donne des complications, peut y avoir des traitements d'urgence qui sont mécaniques. On fait ce qu'on appelle des échanges plasmatiques, c'est-à-dire on retire cette IgM monoclonale qui est cette grosse protéine qui peut entraîner des effets secondaires importants. Et très rapidement, avec ces traitements par échange plasmatique, elle va diminuer. Et après, on aura le temps de débuter un traitement de fond pour traiter la maladie de Waldenström. J'ai vu dans les questions, il y avait des traitements antalgiques pour les neuropathies. Quand la neuropathie est très peu évolutive et très peu symptomatique, parfois ça ne nécessite pas de traitement de fond de la maladie de Waldenström. En revanche, on peut donner des traitements qui diminuent la douleur, les paresthésies, les fourmillements, et pour avoir une vie plus agréable, qui diminue les réveils nocturnes et les crampes, etc. Donc, ce sont des traitements symptomatiques, mais ce n'est pas un traitement de fond.
Et puis, l'anémie, quand elle est modérée, éventuellement, chez des sujets très, très âgés qui sont avec juste une anémie assez modérée, mais qui peuvent avoir des effets secondaires de cette anémie, on peut proposer des traitements par l'érythropoïétine. Ça va bien marcher, ça va faire remonter l'hémoglobine. Et les symptômes liés à cette anémie vont disparaître. Et ça peut être un traitement d'attente éventuellement avant de décider d'un traitement plus agressif, entre guillemets. Alors maintenant, c'est la vraie question, c'est comment traite-t-on ces patients? Donc, il y a plusieurs options. Il y a des traitements qu'on appelle immunochimiothérapie, c'est-à-dire on associe un anticorps monoclonal, c'est-à-dire en général un anticorps anti-CD20 comme le rituximab, à une chimiothérapie qui peut être avec des drogues différentes, on verra, ou alors des agents autres qui ne sont pas de chimiothérapie, qui sont donc, par exemple, on parlera des inhibiteurs du protéasome comme le Velcade, ou alors des thérapeutiques ciblées qui là vont s'adresser vraiment à une voie de signalisation de la cellule qui entraîne sa prolifération et qui n'est pas comme la chimiothérapie qui touche toutes les cellules en division, qu'elles soient normales ou anormales. Donc, en fait, là, Damien en a parlé aussi. Donc, il y a ce fameux traitement qui va viser, en fait, la prolifération induite par la mutation de MYD88, qui sont donc les inhibiteurs de BTK, qui jouent un rôle important dans la prolifération de la cellule tumorale et de sa survie. Et puis, des traitements qui peuvent jouer sur le micro-environnement, on en a parlé un petit peu, et qui sont en cours de développement, ou des traitements qui vont jouer sur des voies de signalisation un peu différentes, qui sont des voies un peu compliquées, dont je passerai rapidement. Et enfin, des nouveaux traitements également qui vont jouer sur la mort cellulaire et qui vont induire la mort cellulaire comme des inhibiteurs de ce qu'on appelle de BCL2, on en dira un petit mot après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, la majorité des patients reçoivent en première ligne, donc quand ils nécessitent un premier traitement, ce qu'on appelle une immunochimiothérapie, c'est-à-dire l'association d'un anticorps monoclonal qui est le rituximab associé à de la chimiothérapie, qui peut être soit du landoxan, le cyclophosphamide, soit une forme un peu hybride de drogue qu'on appelle la bendamustine, qui est à la fois un peu comme l'endoxan et un peu comme un analogue des purines, soit éventuellement d'autres chimiothérapies, plus rarement. Et c'est quand même la majorité des traitements en première ligne en Europe. Et on verra pourquoi, parce qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas de possibilité, en dehors de patients vraiment très, très fragiles, d'utiliser l'ibrutinib, par exemple, en première ligne en Europe, parce que si on l'utilise, elle n'est pas remboursée. Donc, pour vous, c'est peut-être un peu compliqué, mais en fait, théoriquement, les médecins doivent utiliser des drogues qui sont à la fois avec une autorisation de mise sur le marché, dans des indications bien précises, et remboursées par la sécurité sociale. Et si on ne rembourse pas l'ibrutinib, vous savez que c'est une drogue qui vaut particulièrement cher, et donc ça pose des problèmes économiques importants. Donc, vous voyez, c'est un tableau un tout petit peu difficile à lire, mais juste ce qu'on peut dire sur ce tableau, et malheureusement, je ne peux pas vous montrer, mais quand vous regardez ce qui est à droite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PFS, en gros, c'est la médiane, c'est le nombre de patients. 50% des patients sont vivants sans progression de la maladie. C'est ce qu'on appelle la médiane. Et vous voyez, en nombre de mois, ça va à 3 ans pour l'association avec l'endoxan. Quand on regarde bendamustine, rituximab, c'est plus long, c'est l'ordre de 5 à 6 ans. Et en gros, ça veut dire que 50% des patients qui ont eu ce traitement sont vivants sans progression de la maladie à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans. Donc, c'est comme ça qu'on sait l'efficacité des traitements. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder l'avant-dernière colonne, qui s'appelle CR, qui veut dire en anglais Complete Remission, c'est-à-dire rémission complète. Vous voyez que tous ces traitements, même s'ils sont très efficaces, il y a très peu de réponses complètes, c'est-à-dire disparition à la fois du pic monoclonal, de l'IgM avec des méthodes fines de recherche,
et une normalisation des cellules dans la moelle osseuse, la disparition des cellules tumorales. Donc, vous voyez que même s'ils sont très efficaces, la réponse complète est très rare avec ces traitements. Si on regarde ceux qui ne sont pas avec la chimiothérapie, mais qui ne sont pas des traitements complètement ciblés, on va dire, c'est-à-dire avec des inhibiteurs du protéasome, le bortezomib, le Velcade, certains d'entre vous ont dû avoir ces traitements associés toujours avec l'anticorps monoclonal, le rituximab, donc le MabThera, et des corticoïdes pour certaines associations. Vous voyez que c'est pareil, si on regarde l'extrême droite, ben on voit en gros que ces traitements sont efficaces avec des durées de réponse qui sont de 3 à 4 ans quand on les utilise. Le problème du Velcade, du bortezomib, c'est que ça donne des neuropathies et des patients qui ont une maladie de Waldenström, 20 à 30% des patients ont des neuropathies associées et que ça peut aggraver ces neuropathies. Donc, il y a de nouvelles drogues de la même famille qui sont utilisées dans les essais thérapeutiques, qu'on appelle le carfilzomib, l'ixazomib, qui sont des drogues qui donnent moins de neuropathie ou très peu de neuropathie, mais qui ont d'autres effets secondaires cardiaques, etc. Pour le moment, ils ne sont pas encore autorisés en Europe, ni d'ailleurs aux États-Unis. Il y a très peu de drogues qui sont autorisées dans la maladie de Waldenström, et ces nouvelles drogues, ces nouveaux inhibiteurs du protéasome, ces nouveaux Velcade, on va dire, sont très peu utilisés en dehors des essais thérapeutiques. Et puis, quand les patients sont très, très fragiles ou qu'ils ont une pathologie pas très sévère, par exemple, ils ont une petite neuropathie qui est gênante, mais rien d'autre, on peut utiliser le MabThera, donc le rituximab, l'anticorps monoclonal, seul, en monothérapie, c'est-à-dire avec des modèles d'utilisation un peu différents, soit une fois par semaine pendant 1 mois, soit une fois par semaine pendant 3-4 mois, un arrêt puis une reprise. Ce sont des traitements qui peuvent améliorer beaucoup les choses, mais qui ne sont pas d'une grande efficacité sur des patients très symptomatiques, parce que vous voyez qu'en gros, on améliore les choses pendant 2 ans, mais après, la maladie revient. Donc, on ne l'utilise pas seul en dehors de certains cas particuliers. Enfin, l'ibrutinib, qui est actuellement une autorisation de mise sur le marché, donc il y a beaucoup de questions qui concernent ce traitement. Donc, il y a un inhibiteur de BTK qui est par voie orale, a donc cette autorisation de mise sur le marché qui est en Europe, enfin surtout en France, dans d'autres pays c'est à peu près pareil. Théoriquement, pas en première ligne, sauf chez des patients dits inéligibles à la chimiothérapie, où il y a une autorisation de mise sur le marché, mais il n'y a pas de remboursement dans cette indication-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut l'utiliser seul ou en association avec un anticorps monoclonal, avec le MabThera, comme ça a été fait dans un essai thérapeutique qui s'appelait Innovate. Donc, en général, beaucoup de gens l'utilisent en monothérapie, mais le remboursement ne peut être que si on l'utilise en rechute. En première rechute, ça n'a aucun problème, mais en première ligne, on a l'autorisation européenne de le faire, mais il n'y a pas de remboursement en France. Et c'est vrai que globalement, quand on regarde le type de chimiothérapie qu'on utilise en première ligne, que ce soit avec l'endoxan ou que ce soit avec la bendamustine ou que ce soit avec le Velcade, il y a très peu de patients qui sont inéligibles complètement à la chimiothérapie. Parce que par exemple, l'endoxan est plutôt bien supporté en dehors des troubles digestifs. Ça donne peu de diminution des globules blancs, etc. Donc, il y a très peu de patients en première ligne qui sont franchement inéligibles, qui ne peuvent recevoir aucune chimiothérapie. Donc, ça reste quand même assez rare qu'on se pose la question de dire vraiment est-ce qu'on peut faire ou pas un traitement de ce type-là aux patients en première ligne. En rechute, en revanche, soit on a eu une immunochimiothérapie très longtemps, 5, 6, 10 ans, et que la maladie revient, et à ce moment-là, on peut reproposer un traitement type immunochimiothérapie, soit la maladie revient assez vite après une immunochimiothérapie, et à ce moment-là, on peut privilégier l'ibrutinib pour le moment, donc cet inhibiteur de BTK en première rechute.
Donc, ça dépend vraiment à la fois de la durée de la réponse à la première ligne de traitement, du type de la maladie, des comorbidités. On revient un peu aux questions qu'on se pose avant tout traitement et on choisit un peu le traitement de la rechute en fonction de plusieurs paramètres. Mais c'est vrai que aux États-Unis, c'est beaucoup plus tendance d'utiliser l'ibrutinib très très vite, même en première ligne, par rapport à ce qu'on fait en Europe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des questions là sur l'ibrutinib qui ont été posées à Damien. Donc, j'ai repris un tout petit peu les questions, donc je vais en dire un mot un petit peu plus. C'est-à-dire combien dure la réponse à l'ibrutinib en rechute. Actuellement, on a un recul maintenant on va dire, de 5 ans. Et quand on parle donc de durée de réponse, en gros, actuellement, plus de la moitié des patients après 5 ans d'ibrutinib, quand c'est utilisé en rechute, parce que c'est là où on a le plus de recul, sont toujours en réponse. Donc, et probablement, donc, la durée de la réponse à l'ibrutinib, si on l'utilise en première ligne, est probablement plus longue, mais on n'a pas encore assez de recul chez les patients jamais traités avec l'ibrutinib. Donc, c'est un excellent traitement dont la réponse est longue. Après, avec tous les points d'interrogation qu'on va voir, c'est-à-dire la toxicité, les problèmes cardiaques que ça peut induire, et aussi peut-être de moins bonne durée de réponse chez des patients qui ont des anomalies génétiques particulières. Donc, la toxicité, en gros, de l'ibrutinib, elle est à la fois sur l'hémostase, ça peut donner des hématomes, des saignements, surtout au début de l'utilisation du traitement, dans les 3 premiers mois, des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent parfois être très gênantes et qui peuvent donc poser des problèmes. Et puis, des troubles digestifs avec de la diarrhée. Mais le gros problème de l'ibrutinib, c'est des problèmes cardiovasculaires qui sont assez malheureusement fréquents, qui se voient chez les sujets déjà qui ont des antécédents cardiovasculaires, qui sont surtout les troubles du rythme, donc la fibrillation auriculaire, et puis éventuellement les poussées d'hypertension artérielle. Donc, chez des patients qui ont des antécédents cardiovasculaires sévères, c'est un traitement qu'il faut manier avec beaucoup de prudence et qu'il faut manier en association avec les cardiologues. C'est important d'avoir un avis cardiologique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les patients ont la médiane d'âge, c'est 72 ans et un quart des patients à 72 ans ont des comorbidités cardiovasculaires. Donc, ça peut donc aggraver ces problèmes cardiovasculaires lorsqu'on utilise l'ibrutinib. Les autres complications de l'ibrutinib, bon, on les voit là, je vais passer rapidement. Ça peut être également des problèmes cutanés, donc avec des éruptions cutanées, des nodules cutanés, des infections cutanées plus fréquentes, des éruptions type l'éruption qu'on appelle un exanthème, c'est-à-dire des rougeurs sur la peau, des problèmes de stomatite, des problèmes au niveau des lèvres, au niveau de la bouche qui donnent des aftes. Donc ça se voit assez souvent avec l'ibrutinib. Donc il faut connaître tout ça pour pouvoir les prévenir, les traiter, etc. et rassurer le patient. Et puis des toxicités au niveau des ongles qui est malheureusement assez fréquente et pour lequel il n'y a pas énormément de prise de traitement. Et puis donc des phénomènes de saignement avec des hématomes qui peuvent être plus ou moins importants, mais qui en général s'améliorent dans les 6 premiers mois du traitement. Donc ça, je vais passer rapidement. Les problèmes cardiovasculaires, donc ça vraiment c'est un souci. C'est en gros la fibrillation auriculaire se voit plus fréquemment, donc des troubles du rythme dans les 6 premiers mois de traitement, mais peut se voir n'importe quand lors de l'utilisation de l'ibru et peut se voir même très tardivement. Le problème, c'est que ça peut être asymptomatique et avoir des complications qu'on ne peut pas prévenir puisque les patients n'ont pas de symptômes alors qu'ils ont des troubles du rythme. Donc, c'est assez sournois et c'est quelque chose vraiment auquel il faut penser et prévenir le patient s'il a des palpitations, s'il est essoufflé, surtout qu'il prévienne son hématologue. Et puis, l'hypertension artérielle, qui est quand même une complication liée à l'âge fréquente, s'aggrave sous ce traitement et nécessite donc une surveillance
par le médecin traitant ou à domicile avec des outils particuliers pour voir s'il y a une aggravation de l'hypertension artérielle. Et la vraie question aussi, c'est comme il y a des risques de saignement, est-ce qu'on peut utiliser des anticoagulants, est-ce qu'on peut prendre de l'aspirine, etc. Donc, en gros, on peut utiliser des anticoagulants par voie orale, on peut utiliser même des antivitamines K, mais ce qu'on ne peut pas utiliser, c'est l'utilisation à la fois d'antiagrégants comme l'aspirine ou d'autres antiagrégants et des antivitamines K. Ça, c'est possible, mais pas antivitamine K et aspirine, par exemple. Alors, quels sont les espoirs? Parce que, bon, on parle de l'ibrutinib, mais il y a de nouveaux inhibiteurs de BTK qui sont testés dans la maladie de Waldenström. Il y en a un qui a été testé qui s'appelle l'acalabrutinib, mais il n'y a pas d'enregistrement. Le laboratoire ne désire pas développer cette drogue dans la maladie de Waldenström. En revanche, il y a un nouvel inhibiteur de BTK qui s'appelle le zanubrutinib, auquel on a actuellement accès avec une autorisation d'utilisation dans la maladie de Waldenström de façon précoce, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce médicament actuellement en rechute, ou éventuellement, si on est intolérant à l'ibrutinib, on peut avoir être traité par zanubrutinib. Il a une autorisation de mise sur le marché européenne et il est en attente d'un prix en France qu'on aura d'ici 6 mois à 8 mois. Donc, on peut l'utiliser au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça a un intérêt par rapport à l'ibrutinib? L'intérêt, on va dire, majeur, c'est que c'est au moins aussi efficace, peut-être plus, mais on n'a pas encore pour le moment assez de recul pour dire si c'est les plus ou pas, mais c'est au moins aussi efficace. Et ça a été testé chez des patients versus ibrutinib, c'est-à-dire qu'on a des patients qui ont pris du zanubrutinib et les autres ont pris de l'ibrutinib et on a comparé ces deux populations de patients à la fois en termes de réponse, mais surtout en termes de toxicité. Et pour faire simple, vous voyez, ça, c'est les deux courbes que vous avez, c'est le risque de développer des troubles du rythme, et l'autre, c'est de l'hypertension artérielle à droite, et à gauche, c'est des troubles du rythme. Et vous voyez que ce qu'on appelle un risque cumulé, c'est-à-dire le pourcentage de risque d'avoir une fibrillation auriculaire au cours du temps, c'est la courbe bleue dans le carré de gauche avec l'ibrutinib, et la courbe rouge, c'est sous zanubrutinib. Donc, même si on n'est pas spécialiste, on voit que le pourcentage de patients qui font des problèmes, on va dire, de troubles du rythme sous le zanubrutinib sont très faibles comparé à le risque d'en faire une sous ibrutinib. Et la courbe de droite, c'est la même chose pour l'hypertension artérielle. Donc, il y a un réel avantage en termes cardiovasculaires à utiliser le zanubrutinib par rapport à l'ibrutinib avec une efficacité qui serait à peu près identique et peut-être un peu meilleure. Donc voilà, donc là, on a une nouvelle possibilité chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire important de pouvoir utiliser un traitement ciblé et qui nous donne moins d'effets secondaires que l'ibrutinib. Donc ça, c'est important pour les patients. Donc, et en plus, il y aurait peut-être une efficacité au moins aussi identique chez des patients qui sont MYD88 non mutés, alors que l'ibrutinib, les données sont encore assez peu nombreuses, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que ça ne marche pas chez les patients qui n'ont pas de mutation de MYD88, mais le zanubrutinib, on a un peu plus de données et ça semble donner au moins des réponses identiques. Donc ça aussi, c'est important. Donc on peut à la fois, en fonction des comorbidités du patient, en fonction de son profil génétique, se dire on va plutôt faire de l'ibru, on va plutôt faire du zanu. Et donc on a d'autres choix thérapeutiques maintenant au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est l'essai dont je vous ai parlé avec donc la randomisation. Je passe parce que c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu aussi des questions qui ont été posées sur est-ce qu'il y a des essais européens, est-ce que vous travaillez ensemble, qu'est-ce que vous faites en France, etc. Sur les questions qui ont été posées avant cet exposé. Donc, je vous ai mis quelques diapositives. Oui, il y a un consortium européen qui s'appelle ECWM, qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années, auquel on est très
on participe beaucoup et on a été un peu à l'initiation de ce type de consortium en France, avec des essais qui permettent de travailler tous ensemble, qui posent des questions. Est-ce que, par exemple, il faut rajouter, c'est un essai qui a été fait, le bortezomib, enfin le Velcade, à l'immunochimiothérapie classique qui est avec du cyclophosphamide. C'est un essai qui a été fait, qui est terminé. Bon, l'intérêt de ce type de consortium, c'est que ça permet d'avoir plus rapidement les questions-réponses, parce que les réponses aux questions, pardon, parce que ça permet d'avoir des patients qui sont mis dans les essais de façon beaucoup plus rapide, donc un nombre plus important de patients, puisque c'est une maladie quand même assez orpheline, assez rare, et donc de répondre plus rapidement aux questions qu'on se pose en termes thérapeutiques. Les inconvénients, et qui sont compliqués, ce sont les règles des essais thérapeutiques qui ne sont pas les mêmes en Allemagne, qui ne sont pas les mêmes en France, qui ne sont pas homogènes sur l'Europe, qui font qu'il y a des délais très importants quand on fait un essai qui n'est pas français, où le promoteur est allemand ou le promoteur est espagnol ou italien. Donc, c'est très compliqué de monter ces essais-là de façon tous ensemble à cause de toutes les lois qui sont différentes d'un pays à l'autre pour les essais thérapeutiques. Donc, ça, c'est vraiment un frein pour travailler de façon plus rapide ensemble. Et aussi, on peut faire des essais. Moi, j'ai fait un essai avec l'Angleterre. On peut faire donc des essais européens. Et voilà tous les questions qui sont posées dans ce consortium, avec donc des essais avec qui sont avec plusieurs drogues. Est-ce qu'il y a des essais qui sont aussi randomisés? Vous voyez, avec donc on travaille ensemble et on avance ensemble. Et puis autrement, il y a des essais français, parce qu'on est un groupe assez bien organisé, donc on a quand même une puissance d'inclusion dans la maladie de Waldenström qui est très importante, puisque dans l'essai européen que je vous ai montré, celui-là, la France, elle a inclus 100 patients et les autres pays européens, on a inclus 50 ou 60. Donc, on a pratiquement inclus plus de la moitié de cet essai européen. Donc, on a une force de frappe en France qui est importante et qui fait qu'on peut faire aussi nos propres essais et avoir des réponses également assez rapides. Voilà, donc pour terminer, ça, ce sont les recommandations qui sont faites par l'Europe, qu'on appelle ESMO. Je ne vais pas vous les détailler, mais c'est ce que je vous ai à peu près raconté. Les dernières datent de 2018 et on est en train de les réactualiser. Donc, il y aura des nouvelles recommandations qui vont sortir européennes à la fin de l'année prochaine, avec donc tous les nouveaux traitements qu'on a cités et où on les place dans l'arsenal thérapeutique et qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients. Voilà, donc en conclusion, avant les questions, donc c'est d'abord ne pas traiter les patients asymptomatiques, et j'espère que vous comprenez pourquoi, parce que j'ai essayé vraiment de vous l'expliquer et je pense que c'est important que vous le compreniez. Que les patients qui ont seulement une IgM monoclonale, mais qui ont des symptômes, parce qu'ils ont une neuropathie sévère, parce qu'ils ont d'autres complications liées à l'IgM monoclonale, doivent être traités, et parfois de façon forte, comme s'ils avaient une vraie maladie de Waldenström. Et ça, c'est compliqué à comprendre aussi parfois par certains patients. Que le traitement de référence de première ligne au jour d'aujourd'hui reste quand même une immunochimiothérapie, mais qu'on teste dans des essais thérapeutiques des nouvelles drogues ciblées qui vont être testées en première ligne, mais pour le moment, on n'a pas encore validé cette attitude-là. Et que l'ibrutinib, c'est un excellent traitement, hein, mais qu'il faut le faire en continu, ne pas l'arrêter jusqu'à la progression de la maladie à nouveau. Ce sont des traitements qui sont donc au long cours et avec des toxicités qui ne sont pas complètement nulles et qui sont différentes de celles de la chimio, mais ce n'est pas parce qu'on a un traitement ciblé, sans chimiothérapie, qu'on n'aura pas d'effet secondaire. Donc, il ne faut pas penser qu'un traitement ciblé, c'est la manne, c'est le Graal, parce que tous les traitements ont des effets secondaires, qu'ils soient ciblés ou non, mais souvent, ils sont différents. Qu'il y a aussi de nouvelles drogues en cours de développement. Je n'ai pas parlé des inhibiteurs de BCL2, mais il y a peut-être des questions qui vont être là-dessus, qui sont… Alors là, on a très peu de données encore, hein, donc c'est un peu nouveau, mais on a, nous, en France, des projets justement pour les tester. Les nouvelles drogues comme le zanubrutinib, moins de toxicité cardiovasculaire. Le venetoclax, c'est l'inhibiteur de BCL2 qui est en cours d'expérimentation un petit peu aux États-Unis et un peu en Europe. Qu'on a des essais en cours
et des essais prévus en Europe et en France avec de nouvelles drogues pour nos patients et qu'il faudra les comparer à l'immunochimiothérapie pour voir si on fait mieux ou pas que les traitements qu'on utilise de façon courante. Donc, je finirai juste avec cette diapositive l'hématologue, c'est la grenouille, le maladie de Waldenström, c'est la cigogne, et il ne faut jamais abandonner, et c'est l'espoir qu'on veut vous donner. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Véronique pour cette présentation toujours aussi claire et particulièrement à jour. Tu as déjà répondu à pas mal de questions antérieures en ligne et probablement de celles qu'on va voir maintenant. Donc on pourra peut-être aller rapidement. Si une personne âgée, c'est-à-dire plus de 70 ans, a besoin d'un traitement, est-ce qu'il a besoin d'une évaluation gériatrique? Tu en avais parlé au tout début. Donc, je ne suis pas sûr qu'il est forcé de revenir dessus, parce que tu as été assez précise. Dans le cas où la personne est trop fragile et doit bénéficier d'un traitement hématologique plus doux, peut-il être prévu des interventions adaptées aux comorbidités individuelles? Là, on l'a dit, hein, donc oui, on a dit à chaque fois qu'il faut adapter le traitement aux patients et au risque éventuellement d'aggraver avoir plus de complications chez les patients âgés. Donc, c'est ce que j'ai dit, la chimiothérapie, elle est plus ou moins, entre guillemets, lourde, donc on peut prendre quelque chose de plus léger, on peut faire éventuellement un anticorps monoclonal, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour le moment, l'utilisation de thérapeutiques ciblées peut être donnée à des patients très fragiles, mais c'est vrai que ces patients fragiles, souvent, ils ont des comorbidités cardiaques et que c'est peut-être pas non plus le traitement idéal. Donc, on prend le patient dans sa globalité, puis on essaye de trouver le patient le traitement le plus efficace et le moins toxique possible, patient par patient. Et pour les malades en abstention thérapeutique, est-ce qu'il y a des valeurs seuil du taux d'IgM ou du taux d'hémoglobine, d'IgA, ou d'autres facteurs qui permettent de déclencher le premier traitement? Alors, théoriquement, pour l'hémoglobine, la valeur seuil qui était retenue, c'est 10 grammes. Hein, donc, en dessous de 10 grammes, il faut commencer un traitement théoriquement. Mais on sait que ce que je disais tout à l'heure, s'il y a une évolution rapide, on passe de 13 grammes, puis à 12 grammes, puis 11 grammes, puis 10 grammes 5, on sait que le traitement, il faut peut-être le faire avant qu'on atteigne 10 grammes. Donc ça, c'est vraiment en fonction de l'évolution de la maladie, de la vitesse d'évolution, etc. Pour le taux d'IgM, théoriquement, il n'y a pas de taux défini seuil. Le risque quand l'IgM est très élevé, c'est avoir ce qu'on appelle un syndrome d'hyperviscosité. Donc, avoir des signes cliniques ou des signes biologiques qui montrent que l'IgM est délétère. Et à ce moment-là, on peut éventuellement enclencher un traitement si on pense qu'on est atteint un seuil qui va faire qu'on va développer une hyperviscosité. Et à ce moment-là, on peut traiter. Mais il n'y a pas un chiffre particulier. C'est très variable de patient par patient. Il y a des patients qui ont 50 grammes de pic ou d'IgM et qui n'ont aucun signe et d'autres qui vont en développer un à 40. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment prendre les symptômes du patient qui sont importants. Peut-être tu avais parlé tout à l'heure, ça c'est une question en ligne, d'augmentation progressive du pic, et on me demande, ça veut dire quoi en pratique? C'est à partir de combien qu'on considère que l'augmentation est significative? On considère que l'augmentation est un peu significative, mais c'est pareil, ça dépend d'où on part. Quand on augmente de 25% de son chiffre antérieur, 25%. Ce qu'il faut quand même savoir, et ça c'est très important, le message pour les patients, c'est que pour la mesure du pic, il y a l'électrophorèse, comme a montré Damien sur l'électrophorèse, et le dosage qu'on appelle pondéral de l'IgM. Qu'on vous dit, vous avez 30 grammes d'IgM, vous avez 40 grammes d'IgM. Le dosage pondéral, c'est un très mauvais examen pour suivre le taux d'IgM parce qu'il varie d'un labo à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est l'électrophorèse des protides et l'endroit où ça migre et la taille du pic. Donc, il ne faut pas suivre une IgM monoclonale sur un dosage pondéral parce que vous pouvez avoir 20 grammes un jour, 30 grammes le lendemain et on va dire « Oh, mon Dieu, vous progressez, il faut vous traiter ». Donc, il faut faire très attention pour quand on suit la protéine dans le sérum. C'est important d'avoir toujours le même examen et que ce soit plutôt une électrophorèse des protides. Voilà. Il y a une question en ligne, mais qui a l'air plutôt liée à la LLC, donc je ne sais pas si ça a été adapté au Waldenström ou pas, sur une association
Resveratrol et simvastatine. Oui, je crois que là, c'est quelque chose d'anecdotique et je pense que c'est pas validé. Il y a plein de drogues qui, in vitro, peuvent détruire les cellules de la maladie et qui ne font rien in vivo. Donc, je crois que ce qu'on voit dans le tube à essai, c'est pas la même chose que ce qui se passe chez le patient. Et donc, je pense que ça, ça n'a pas d'avenir. Pour les neuropathies périphériques, il y a pas mal de questions en ligne et ça revient toujours un petit peu au même. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la prise en charge, surtout des symptômes? Alors, les symptômes, les nouveautés, c'est les traitements habituels, hein, qui sont souvent des traitements antiépileptiques, hein, c'est-à-dire le Lyrica, le Neurontin. Il y a un traitement qui s'appelle le Cymbalta, qui est à la fois un traitement qui marche bien dans les douleurs, mais qui est un antidépresseur. Le Rivotril, c'est une benzodiazépine, ça c'est vraiment pour bien dormir la nuit, mais c'est pas très efficace là. Puis c'est vraiment, on s'habitue à ce type de traitement. Donc quand c'est handicapant, si c'est lié à la maladie, il faut traiter la maladie de fond, c'est-à-dire qu'il faut traiter, même si on n'a pas d'infiltration visible dans la moelle osseuse, ça veut dire qu'on a des cellules dans la moelle osseuse qui fabriquent cet IgM et qui entraînent cette neuropathie. Donc il faut traiter et supprimer ces cellules de la moelle osseuse, soit par un anticorps monoclonal seul, le Mabtera, qu'on utilise quand les neuropathies sont pas trop évoluées et pas trop handicapantes, soit l'associer à la chimio pour être plus efficace. Et pour ce qui est des inhibiteurs de BTK, l'ibrutinib, on a très peu de données, mais ça peut aussi être efficace. Donc il faut, les traitements symptomatiques, c'est différent des traitements de fond. Et le traitement de fond, pour le moment, c'est de cibler les cellules de la maladie, les détruire et permettre donc de diminuer donc les effets délétères des protéines qui sont fabriquées par ces cellules. Alors, il y a une question sur laquelle tu avais déjà donné des réponses sur l'organisation européenne. En sous-question, il y avait notamment, est-ce qu'il y a des canaux, des sites internet que pourraient consulter nos amis patients pour avoir des informations? Normalement, l'European Consortium Waldenström, il y a un site internet, mais je ne sais pas s'il y a un site patient, il faut qu'on regarde. Pour les essais aux États-Unis, il y a la Fondation internationale WMF qui l'International Foundation, là, qui est donc, sur lequel il y a un site qui est très bien fait avec tous les essais, etc. Je pense que, je ne sais pas sur Waldenström France s'il y a une possibilité de voir un peu tous les essais qui sont faits, je ne suis pas certaine. Voilà, donc, et nous, il faut qu'on réactive aussi notre site philo pour les essais. Et aux États-Unis, peut-on bénéficier des essais réalisés aux US? Le problème, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que faire des essais, quand soit c'est mené par l'industrie pharmaceutique, et à ce moment-là, quand, par exemple, les essais qu'on a faits, ils étaient à la fois aux États-Unis, en Europe, etc. Tous les essais avec le zanubrutinib, avec l'ibrutinib plus le rituximab, etc. Ça, ce sont des essais internationaux qui sont menés par les industriels. Quand c'est mené par des académiques comme des groupes coopérateurs, c'est beaucoup plus compliqué en termes de mise en place des essais, en termes de validation, etc., des règles qu'il y a dans les pays. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on ne fait pas obligatoirement les mêmes essais en Europe qu'aux États-Unis ou qu'en France qu'en Italie, par exemple. Est-ce qu'on a quelques résultats de l'étude étudiant ibrutinib venetoclax en association? Pour le moment, il n'y a pas de. Il va y avoir au Congrès américain en décembre une présentation sur le venetoclax en monothérapie dans la maladie de Waldenström, avec j'ai pas encore regardé les résultats, donc je peux pas vous en parler, mais je sais que ça va être montré. Et ibru venetoclax, pour le moment, on n'a pas du tout de résultats dans la maladie de Waldenström. On en a dans d'autres pathologies, mais pas dans celle-là. Est-ce qu'on peut prendre du pirtobrutinib ou l'oxo après ibrutinib ou zanubrutinib? On peut tout faire. Le problème, c'est que d'abord, on ne l'a pas. Déjà, c'est compliqué dans d'autres pathologies. L'intérêt uniquement de ça, c'est parce que l'ibrutinib, on va dire que les cellules s'habituent quand on a de l'ibrutinib depuis longtemps, elles peuvent devenir résistantes. Le zanubrutinib, probablement aussi, mais on n'a pas encore de données dans la maladie de Waldenström. Et l'intérêt de l'autre, du pirtobrutinib, là, du Loxo, c'est que ça peut marcher chez les patients qui sont devenus résistants à l'ibru. Donc, ça a un intérêt théorique, mais pour le moment, on ne peut pas l'utiliser au jour d'aujourd'hui.
Quant au Est-ce qu'il y a des Lisaftoclax, études je ne sais absolument pas ce que c'est comme inhibiteur de BCL2. Ce que je peux vous dire, c'est que, donc je ne sais pas, probablement, je ne sais pas s'il y a études, parce que je ne connais pas cette drogue. Ce que je peux vous dire, c'est que le laboratoire qui fabrique le zanubrutinib a un inhibiteur de BCL2 qui est en phase très précoce de développement, qui a l'air particulièrement intéressant et qu'on espère pouvoir l'utiliser en association avec le zanubrutinib dans l'avenir. Voilà. Mais ce Lisaftoclax, en dehors du Clax qui montre que c'est un inhibiteur de BCL2, je ne le connais pas. Pour les inhibiteurs BTK, est-ce qu'il y a quand même un intérêt à donner des inhibiteurs BTK lorsqu'il n'y a pas de mutation MYD88 ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que pour l'ibrutinib, il y avait un doute sur son efficacité, mais que dans les premières descriptions, c'était dans la première étude qui a été faite par Steve Tréron, il y avait 2 patients qui étaient MYD88 non mutés et qui avaient 0% de réponse. Donc, je pense qu'on ne peut pas se faire une idée sur 2 patients. Donc, déjà, les données, elles sont encore vraiment très, très faibles pour cette petite population de patients qui n'est pas muté MYD88. Les autres inhibiteurs de BTK, le zanubrutinib, il y a eu un essai qui a été fait chez ces patients-là en particulier et on semble avoir des réponses qui sont bonnes. Donc, je pense que pour le moment, il est trop tôt de dire que les inhibiteurs de BTK sont inefficaces chez ces patients. Voilà. Il faut attendre plus de données. Est-ce que l'ibrutinib peut donner des hypogamma-globulinémies ? Alors, théoriquement, non, parce que ça n'a pas été fait dans le Waldenström, mais ça a été fait dans la leucémie lymphoïde chronique. Et les patients sous ibrutinib remontent leur gamma-globuline. Donc, je ne suis pas du tout sûre que ça puisse donner des hypogamma, contrairement au traitement reçu par ce patient qui a reçu beaucoup de rituximab. Et là, on sait que ça peut donner des hypogamma. Donc, je pense que ce n'est pas l'ibru qui a fait vraiment chuter les immunoglobulines, mais peut-être le cumul de tous les traitements. Et 2 autres questions qui sont un peu similaires. En cas d'activité très contraignante, est-ce que c'est plus intéressant de donner un inhibiteur BTK ou une immunochimio ? Pour le moment, si on reste dans les clous, si c'est en première ligne, on n'a pas le droit de donner de l'ibrutinib. Enfin, on peut en donner, mais il faut que le patient paye. Voilà, en gros. Si c'est en rechute, on peut donner ce qu'on veut. Hein, donc ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce qu'il sera éligible à une chimiothérapie ? Donc là, en première intention, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit, enfin on peut donner de l'ibrutinib, mais ce ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Donc il faut attendre maintenant pour le zanubrutinib. Ça risque d'être les mêmes règles, c'est-à-dire en rechute, oui, mais en première ligne, non remboursé. Alors, il y a quelques questions en ligne. En cas d'amylose AL, lorsqu'on a utilisé les traitements classiques de Waldenström, est-ce qu'il y a un intérêt à donner des traitements de biélum comme le daratumumab ? Est-ce que ça a été évalué ? Le daratumumab ? Il y a eu un essai. Alors, dans l'amylose, je ne sais pas, mais en tout cas, le daratumumab, ça a été essayé dans la maladie de Waldenström en monothérapie et c'est très, très peu efficace. Donc, je pense que ce n'est pas une solution. Est-ce que tu peux parler de l'intérêt de la plasmaphérèse avant d'utiliser le rituximab pour éviter l'effet flair ? Alors, le rituximab donne un effet flair s'il est en monothérapie. D'abord, ce n'est pas toujours, et ensuite, c'est uniquement en monothérapie. Si vous l'associez à la chimiothérapie ou si vous l'associez avec de l'ibrutinib ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas d'effet flair. Ensuite, si on va pas faire, si le patient il a 80 grammes d'IgM et on veut vraiment lui mettre que de la monothérapie pour des raisons XY, et là on a intérêt à faire des échanges plasmatiques avant de commencer le rituximab, enfin le MabThera, soit il a 40 grammes ou 30 grammes et à ce moment-là il faut le surveiller. Et si on voit que ça monte, on fera des échanges plasmatiques en le surveillant. Donc voilà, mais c'est comme la rituximab en monothérapie, le MabThera en monothérapie. Je le répète, ce n'est pas un traitement de fond très efficace. Donc, si possible, il faut associer quelque chose. Est-ce qu'il y a un intérêt à donner parfois en cas d'anémie de l'érythropoïétine ? Pourquoi ? Pour l'anémie ? En cas d'anémie, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a un intérêt. Si on sait que le patient il est symptomatique à cause de l'anémie, qu'on va le traiter ou pas, mais en général, on les traite quand ils sont symptomatiques. L'érythropoïétine, ça marche en 3 semaines. On a intérêt à en donner en attendant l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, associer les pots, c'est tout à fait
C'est tout à fait faisable. Il ne faut pas hésiter si le patient a une anémie sévère ou qu'on ne veut pas le transfuser ou qu'on ne soit pas assez grave pour être transfusé, mais quand même symptomatique. Est-ce qu'il y a toujours une place au chloraminofène? Je dirais que non. Si vous connaissez mon amour pour le chloraminofène, je pense qu'il y a d'autres traitements plus efficaces. Et le chloraminofène, c'est un traitement qui a été donné très très longtemps parce qu'on n'avait que ça. Le donner au continu, il y a un risque important qu'il y ait d'autres pathologies associées au chloraminofène à long terme. Donc, je dirais que c'est un peu cosmétique et quand on le donne, ça ne marche pas longtemps. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver autre chose. Une question peut-être un peu personnelle, mais c'est un effet secondaire. Une patiente ou un patient qui a eu une péricardite et tamponnade sous immunochimio, le traitement a été arrêté au profit de l'ibrutinib et sa question c'est si l'ibrutinib à un moment ne fonctionne plus et qu'on n'a pas de thérapie ciblée, est-ce qu'il y a vraiment une contre-indication aux immunochimios? Est-ce qu'on peut y retourner? Je ne sais pas quelle est la cause de sa péricardite. Je crois que ça, je ne peux pas répondre sans connaître le dossier parce qu'il peut y avoir des péricardites qui sont virales, qu'on peut faire sous immunochimiothérapie et qui ne sont pas liées à l'immunochimiothérapie. Donc, je ne sais pas, vraiment, là, on ne peut pas répondre à cette question, c'est trop personnel. Et dernière question, est-ce qu'il y a des potentiels cancers secondaires en fonction de l'évolution et du type de traitement? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, quand la question était posée sur l'association tumeur solide et maladie de Waldenström, et comme a dit Damien, dans les syndromes lymphoprolifératifs chroniques, que ce soit le Waldenström, que ce soit la leucémie lymphoïde chronique, il y a une incidence un peu augmentée de cancer, de tumeurs solides, chez les patients qui ont des hémopathies, même s'ils ne sont pas traités. Le risque du traitement, c'est plus pour avoir des problèmes hématologiques liés au traitement à long terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle des myélodysplasies, donc dysfonctionnement de la moelle osseuse, éventuellement un risque de leucémie aiguë qui est faible mais qui existe, mais comme toute chimiothérapie. Donc voilà, le risque est faible, mais il n'est pas zéro quand on fait une chimiothérapie, quel que soit, surtout si ce sont des alkylants, etc. Donc il y a un risque, mais bon, après, c'est le bénéfice-risque de ces traitements. Le risque est faible, mais il n'est pas zéro. Et en termes de tumeurs solides, le risque, l'immunochimiothérapie peut peut-être un petit peu augmenter le risque, mais il existe déjà avant tout traitement. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien vigilant quand on a une maladie de Waldenström pour avoir des contrôles réguliers, prostate, éventuellement mammo quand on est jeune, etc. Il faut être très, très vigilant. Et enfin, ultime question, tu peux donner une idée du prix de l'ibrutinib? Là, je pense que c'est de l'ordre de 4 000 euros par mois. Donc, c'est à peu près entre 40 et 50 000 euros par an. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand c'est pas remboursé, c'est compliqué. Merci. Alors, avec l'arrivée des d'autres inhibiteurs de BTK, il y aura probablement peut-être une adaptation du prix. Ça peut éventuellement baisser. Mais voilà, mais c'est quand même un traitement qui est très onéreux et qui est supporté par la collectivité. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la France et on n'est pas malheureux en France pour ça.